Le parc jurassique de Michael Crichton. Introduction. L'incident InGen. La fin du XXe siècle a vu dans le domaine scientifique une nouvelle ruée vers l'or d'une ampleur considérable, un mouvement impétueux et acharné pour commercialiser les découvertes du génie génétique. Le phénomène s'est développé si rapidement et a fait l'objet de si rares études en dehors de la communauté scientifique que son extension et ses conséquences sont très mal comprises. La biotechnologie annonce la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. Dès la fin de la décennie, ses applications dans notre vie de tous les jours dépasseront celles du nucléaire et de l'informatique. Selon les termes d'un observateur averti, la biotechnologie va transformer tous les aspects de la vie humaine, soins médicaux, alimentation, santé, loisirs, jusqu'à notre corps. Plus rien ne sera comme avant. La face de la planète en sera littéralement changée. Mais la révolution biotechnologique diffère sur 3 points essentiels des précédentes transformations scientifiques. Premièrement, elle a une large base. Les États-Unis sont entrés dans l'ère atomique grâce aux travaux d'un unique groupe de chercheurs établi à Los Alamos, puis dans l'ère informatique grâce aux recherches effectuées dans une douzaine d'entreprises. Mais les chercheurs en biotechnologie sont aujourd'hui disséminés dans plus de 2000 laboratoires uniquement sur le territoire américain. 500 entreprises dépensent annuellement 5 milliards de dollars pour cette technologie. Deuxièmement, une grande partie de ces recherches a un caractère futile ou manque à tout le moins de sérieux. Des travaux visant à créer des truites d'une couleur très claire pour les rendre plus visibles dans un cours d'eau, des arbres à section carrée pour faciliter le débitage, ou encore des cellules odorantes injectables pour sentir en permanence son parfum préféré, pourraient passer pour une blague, mais il n'en est rien. En réalité, le fait que la biotechnologie trouve des applications dans les industries traditionnellement soumises aux caprices de la mode, telles que la cosmétologie et les activités de loisirs, contribue à accroître les inquiétudes que l'on peut nourrir sur une utilisation fantaisiste de cette nouvelle technologie. Et troisièmement, ces travaux ne font l'objet d'aucun contrôle. Nul ne les supervise, aucune loi ne les réglemente. Il n'existe aucune politique gouvernementale cohérente, pas plus aux États-Unis qu'ailleurs. En outre, comme la gamme des produits de la bioindustrie s'étend des drogues aux productions agricoles à la neige artificielle, l'instauration d'une politique intelligente est malaisée. Mais le plus inquiétant est l'absence de toute surveillance à l'intérieur de la communauté scientifique. Il faut savoir que la quasi-totalité des généticiens sont également engagés dans le commerce de la biotechnologie. Il n'y a pas d'observateurs désintéressés et tout le monde a beaucoup à y gagner. La commercialisation de la biologie moléculaire est, sur le plan de l'éthique, l'événement le plus étonnant de l'histoire de la science et tout s'est passé avec une rapidité stupéfiante. Depuis Galilée et pendant près de 4 siècles, la science a mené sans relâche ni contrainte ses investigations sur les mécanismes de la nature. Les scientifiques ne tenaient aucun compte des frontières et ne se souciaient pas des contingences de la politique ni même des guerres. Ils se rebellaient contre le secret des recherches et voyaient d'un mauvais œil la nécessité de faire breveter leurs découvertes. Dans leur esprit, ils œuvraient pour le bien de l'humanité, et, pour des générations d'humains, les découvertes des scientifiques furent essentiellement désintéressées. Quand, en 1953, 2 jeunes chercheurs, Francis Crick et James Watson, déchiffrèrent en Angleterre la structure de l'ADN, leurs travaux furent salués comme un triomphe de l'esprit humain, un pas décisif dans la quête séculaire vers la compréhension de l'univers. Nul ne se doutait que cette découverte serait utilisée, d'une manière désintéressée, pour le plus grand bien de l'humanité. Il en alla tout autrement, et 30 ans plus tard, la plupart des collègues de Watson et Crick étaient engagés dans une œuvre d'un genre entièrement différent. La recherche en génétique moléculaire était devenue une vaste entreprise commerciale avec des milliards de dollars à la clé, dont le point de départ pouvait être fixé non pas en 1953, mais en avril 1976. C'est à cette époque que des contacts avaient été noués entre un homme d'affaires, Robert Swanson,
et Herbert Boyer, biochimiste à l'Université de Californie. Les deux hommes décidèrent de fonder une société destinée à assurer l'exploitation commerciale des techniques de greffe de gènes de Boyer. Cette société, Genentech, devint rapidement la plus importante et la plus prospère des nouvelles entreprises de génie génétique. Tout le monde semblait soudain n'avoir qu'un seul but, s'enrichir. De nouvelles sociétés étaient créées chaque semaine ou presque, et les scientifiques affluaient pour s'adonner à l'exploitation de la recherche génétique. En 1986, on dénombrait au moins 362 chercheurs, dont 64 membres de l'Académie des sciences, qui siégeaient au comité consultatif des firmes de biotechnologie. Le nombre de ceux qui avaient investi des capitaux personnels ou occupé un poste de consultant était encore beaucoup plus élevé. Il convint d'insister sur la portée de ce changement d'attitude. Les adeptes de la recherche fondamentale n'avaient toujours eu que mépris pour les affaires. Pour eux, la poursuite de l'argent était une activité dépourvue d'intérêt qu'ils laissaient aux boutiquiers. La recherche industrielle, y compris dans les prestigieux laboratoires Bell ou IBM, n'était qu'un prix de consolation pour ceux qui n'avaient pu obtenir un poste universitaire. La recherche fondamentale se montrait donc très critique à l'égard des sciences appliquées et de l'industrie en général. Un antagonisme de longue date protégeait les chercheurs du corps universitaire de toute contamination de l'industrie et, chaque fois qu'un débat s'engageait sur une question de technologie, des tenants de la recherche fondamentale étaient toujours disponibles pour donner un avis désintéressé au niveau le plus élevé. Mais la situation a beaucoup évolué. Il y a de nos jours très peu de spécialistes de la biologie moléculaire et d'instituts de recherche qui ne soient rattachés à une structure commerciale. Une page est tournée. La recherche génétique se poursuit, mais avec une frénésie accrue. Elle se fait en secret, à la hâte et uniquement pour le profit. Dans ce climat mercantile, il semble inévitable de voir apparaître une société aussi ambitieuse qu'International Genetic Technology, basée à Palo Alto, et nul ne s'étonnera que la crise qu'elle a provoquée ait été passée sous silence. Les recherches d'InGen avaient été menées dans le plus grand secret. L'incident eut lieu dans une région totalement isolée d'Amérique centrale et il y eut à peine une vingtaine de témoins dont une poignée seulement survécurent. Même par la suite, quand International Genetic Technology comparut devant le tribunal fédéral de San Francisco le 5 octobre 1989, le procès n'attira guère l'attention des médias. L'affaire semblait banale. InGen était la troisième société de biotechnologie à déposer son bilan cette année-là, et la septième depuis 1986. Peu de documents furent rendus publics, et les créanciers étaient des consortiums d'investissement japonais tels que Amagori ou Densaka, qui, traditionnellement, fuient la publicité. Afin d'éviter toute révélation embarrassante, l'avocat d'InGen, Daniel Ross, du cabinet Cowan Swaine Ross, représentait également les investisseurs japonais. Et la déposition insolite du vice-consul du Costa Rica fut reçue à huis clos. Rien d'étonnant dans ces conditions à ce que l'affaire eût été discrètement réglée à l'amiable en moins d'un mois. Les parties intéressées, y compris les scientifiques distingués siégeant à la commission consultative, signèrent un accord de non-divulgation et personne ne révélera ce qui s'était passé. Mais la plupart des principaux acteurs de l'incident InGen ne figurent pas parmi les signataires et ils ont accepté de revenir sur les événements extraordinaires qui se déroulèrent pendant ces 2 journées du mois d'août 1989 sur une petite île écartée au large de la côte ouest du Costa Rica. Prologue. La morsure du raptor. La pluie tropicale tombant à verse tambourinait sur le toit de tôle ondulé de la clinique. L'eau vomie par les gouttières éclaboussait le sol et s'écoulait en torrents. Debout devant la fenêtre, Roberta Carter soupira. Elle distinguait à peine la plage et l'océan voilés par le brouillard. Elle ne s'attendait certainement pas à cela quand elle avait décidé de venir passer 2 mois en qualité de médecin à Bahia Anasco, un village de pêcheurs sur la côte pacifique du Costa Rica. Bobby Carter comptait se détendre au soleil après 2 années d'internat éreintante au service des urgences de l'hôpital Michael Reese à Chicago. Elle était à Bahia Anasco depuis 3 semaines et il avait plu tous les jours.
Le reste lui plaisait. Elle aimait l'isolement du village et la gentillesse de ses habitants. L'infrastructure hospitalière du Costa Rica était l'une des 20 meilleures au monde, et la modeste clinique du petit village côtier était bien entretenue et bien équipée. Manuel Aragon, son assistant, était intelligent et tout à fait compétent. Bobby avait donc la possibilité de dispenser des soins d'une qualité comparable à ceux qu'elle donnait à Chicago. Hélas, il y avait la pluie, cette pluie incessante. Manuel, qui travaillait à l'autre bout de la salle d'examen, pencha soudain la tête sur le côté. Écoutez, murmura-t-il. N'ayez crainte, dit Bobby, j'entends. Mais non, écoutez bien. Elle perçut un bruit qui se mêlait à celui de la pluie, un grondement d'abord indistinct qui se précisa peu à peu jusqu'à ce qu'elle reconnaisse le bourdonnement saccadé d'un hélicoptère. Ce n'est pas possible, songea-t-elle. On ne peut pas voler par ce temps. Mais le vrombissement ne cessait de s'amplifier. L'hélicoptère déchira soudain le brouillard flottant sur l'océan et survola la clinique en rase-motte avant de décrire un grand cercle pour revenir. Bobby vit l'appareil passer près des barques de pêche, se laisser glisser vers la jetée branlante, puis repartir en direction de la plage. Il cherchait un endroit où se poser. C'était un Sikorsky ventru, portant sur le flanc une bande bleue et une inscription « InGen Construction ». Le nom de l'entreprise qui construisait un parc de loisirs sur l'une des îles voisines. Le bruit courait que le résultat serait impressionnant et une abondante main-d'œuvre locale participait à la construction de ce complexe dont les travaux duraient déjà depuis plus de 2 ans. Bobby imaginait ce que serait le parc de loisirs, un ensemble gigantesque à l'américaine, avec piscine et cours de tennis, où les clients pourraient se distraire et siroter des daiquiris sans avoir le moindre contact avec les autochtones, sans rien connaître du pays. Elle se demanda ce qui avait bien pu arriver dans l'île pour qu'un hélicoptère décolle sous cette pluie diluvienne. Elle vit à travers le plexiglas de l'habitacle le pilote manifester son soulagement quand l'appareil se posa sur la grève. Des hommes bondirent sur le sable et ouvrirent la porte latérale de l'hélicoptère. Bobby entendit des cris et des exclamations en espagnol, et Manuel la poussa du coude. Il réclamait un médecin. Un blanc aboyait des ordres, et 2 noirs transportèrent un corps inanimé vers la clinique. Le blanc était vêtu d'un ciré jaune, et des mèches rousses dépassaient de sa casquette de baseball. « Y a-t-il un médecin » cria-t-il, tandis que Bobby s'élançait à la rencontre du petit groupe. « Je suis le docteur Carter, » dit-elle. De grosses gouttes de pluie s'écrasaient sur sa tête et ses épaules. Elle vit le regard sceptique du rouquin se poser sur son short en jean et son débardeur. Elle avait sur l'épaule un stéthoscope dont le métal était déjà rouillé par l'air marin. « Je m'appelle Ed Régis. Nous avons un blessé grave, docteur. » « Dans ce cas, il vaudrait mieux l'emmener à San-José. En hélicoptère, vous en avez pour 20 minutes. » « C'est ce que nous voulions faire, mais avec ce temps, nous ne pourrons pas franchir les montagnes. Il va falloir le soigner ici. » Bobby suivit les 2 noirs qui transportaient le blessé vers l'entrée de la clinique. Il était très jeune, pas plus de 18 ans. Elle écarta la chemise imbibée de sang et découvrit une plaie profonde à l'épaule, une longue déchirure dans les chairs et une autre le long de la jambe. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle en élevant la voix pour couvrir le bruit de la pluie. « Accident de travail, » répondit vivement Ed Régis. « Il est tombé et une pelleteuse lui est passée dessus. » Debout devant la porte verte de la clinique, Manuel fit signe d'entrer aux 2 noirs qui déposèrent sur la table occupant le centre de la salle d'examen le blessé sans connaissance, exsangue et frissonnant. Puis, il commença à lui faire une intraveineuse tandis que Bobby faisait pivoter la lampe et se penchait pour examiner les plaies. Elle comprit aussitôt que c'était grave et que le jeune homme ne s'en sortirait probablement pas. Une longue déchirure courait de l'épaule au torse. Au centre de la plaie au bord déchiqueté, les os de l'épaule disloqués étaient visibles. Une seconde plaie béante montrait les muscles lacérés de la cuisse et, tout au fond, l'artère fémorale qui battait. La première impression de Bobby fut que la jambe avait été ouverte par une morsure. « Pouvez-vous me donner des détails sur ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas vu l'accident, » répondit Ed, « mais on m'a affirmé qu'il avait été traîné par une pelleteuse. » « On dirait presque une morsure, »
poursuivit Bobby Carter en palpant les bords de la plaie. De ces années passées au service des urgences, elle avait conservé le souvenir très précis de certains patients. Elle avait vu 2 cas de morsure grave. Le premier était un enfant de 2 ans attaqué par un Rottweiler. Le second, un employé de cirque ivre qui s'était fait surprendre par un tigre du Bengale. Les blessures étaient similaires et elles avaient un aspect caractéristique. Une morsure reprit Ed. Non, 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 je vous assure que c'était une pelleteuse. Le visage crispé, il passait nerveusement la langue sur ses lèvres et donnait l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Bobby se demanda pourquoi. S'ils employaient sur l'œuvre une main-d'œuvre locale, inexpérimentée pour les travaux de construction, les accidents devaient être très fréquents. Voulez-vous que je nettoie la plaie demanda Manuel. Oui, mais faites d'abord une ligature. Elle se pencha un peu plus pour écarter du bout des doigts les lèvres de la plaie. S'il était bien passé sous un excavateur, il y aurait dû y avoir de la terre jusqu'au fond de la plaie. Mais il n'y avait rien, juste une sorte de mousse écumeuse et visqueuse. Une odeur bizarre se dégageait de la blessure, une odeur fétide de pourriture et de mort que Bobby ne connaissait pas. Quand l'accident s'est-il produit? Il y a 1 heure environ. Elle fut de nouveau frappée par la nervosité d'Ed Régis. Il avait un tempérament ardent, agité, et ne ressemblait pas à un contremaître d'une entreprise de construction. On eût plutôt dit un cadre, et il était à l'évidence complètement dépassé. Bobby Carter reporta son attention sur le blessé. Elle avait la conviction qu'il ne s'agissait pas d'une lésion mécanique. La plaie n'était pas souillée de terre et il n'y avait pas d'écrasement de tissu. Un choc violent, accident de voiture ou de travail, provoquait presque toujours un écrasement des tissus dont elle ne trouvait pas trace ici. Mais la peau de l'épaule et de la cuisse était déchirée, lacérée. Cela ressemblait décidément à une morsure. Et pourtant, la plus grande partie du corps ne possédait pas de marque, ce qui était rare en cas d'attaque par un animal. Elle examina attentivement la tête, les bras et les mains. Les mains! Elle ne put réprimer un frisson en voyant les mains du jeune homme. De profondes coupures zébraient les 2 paumes, et les poignets et les avant-bras étaient couverts d'ecchymoses. Bobby avait assez d'expérience pour savoir ce que cela signifiait. « Allez attendre dehors !» ordonna-t-elle à Ed Régis. « Pourquoi ?» demanda-t-il, manifestement inquiet de la tournure que prenaient les choses. « Voulez-vous que je le soigne ou non ?» lança-t-elle en le repoussant vers la porte qu'elle lui claqua au nez. Elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. « Je continue de nettoyer la plaie ?» demanda Manuel d'une voix hésitante. « Oui, oui. » Elle alla chercher son petit Olympus autofocus et prit plusieurs photos des blessures en changeant de position pour avoir un meilleur éclairage. Cela ressemblait vraiment à des morsures. Quand le blessé fit entendre un gémissement, elle reposa son appareil et se pencha vers le jeune homme. Elle vit ses lèvres remuer. « Raptor !» articula-t-il avec difficulté. « L'ossa raptor !» À ces mots, Manuel eut un mouvement de recul horrifié. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Bobby. Je ne sais pas, docteur, répondit Manuel en secouant vivement la tête. Los raptor no espagnol. Vraiment fit Bobby, qui avait pourtant cru reconnaître des mots espagnols. Dans ce cas, continuez à nettoyer la blessure. Non, docteur, répliqua Manuel en fronçant le nez. Mauvaise odeur, ajouta-t-il en se signant. Bobby examina de nouveau les traînées d'écume visqueuse. Elle en prit un peu et la frottait entre ses doigts. Cela ressemblait beaucoup à de la bave. Le blessé remua encore les lèvres. « Raptor !» murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Il a été mordu !» fit Manuel d'une voix horrifiée. « Par quoi ?»« Un raptor !»« Qu'est-ce que c'est ?»« La hopia !» Le visage de Bobby s'assombrit. Les Costaricains n'étaient pas particulièrement superstitieux, mais elle avait déjà entendu prononcer au village ce nom de hupia. S'il fallait en croire les rumeurs, il s'agissait d'esprits nocturnes, de vampires qui enlevaient les enfants en bas âge. D'après les croyances populaires, les Hupia, qui vivaient autrefois dans les montagnes, habitaient maintenant dans les îles. Manuel continuait à reculer en se signant et en marmonnant des paroles incompréhensibles. « Ce n'est pas normal cette odeur, » murmura-t-il. « C'est la Hupia !» Bobby s'apprêtait à lui ordonner de se remettre au travail
quand le blessé ouvrit les yeux et se dressa sur son séant. Manuel poussa un hurlement de terreur. Le jeune homme gémit et tourna la tête de droite à gauche, les yeux écarquillés, puis il vomit du sang. Il se tordit aussitôt dans les convulsions. Bobby essaya de le retenir, mais il tomba de la table sur le sol de ciment. Il vomit derechef. Il y avait du sang partout. « Que se passe-t-il » demanda Ed Régis en ouvrant brusquement la porte. En voyant le sang, il se détourna en portant la main à sa bouche. Bobby saisit une baguette qu'elle glissa entre les mâchoires crispées du jeune homme, mais elle comprit qu'il était trop tard. Le corps fut secoué d'un dernier spasme, puis il se détendit et demeura inerte. Elle se pencha pour pratiquer le bouche à bouche, mais Manuel la prit par l'épaule et l'attira violemment en arrière. « Non !» s'écria-t-il. « La houpia passerait dans votre corps !»« Manuel, je vous en prie !»« Non !» répéta-t-il en affrontant hardiment son regard. « Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. » Bobby baissa les yeux vers le corps étendu sur le ciment et elle comprit qu'il ne servait à rien d'insister. Jamais elle n'aurait réussi à le réanimer. Manuel appela les Noirs qui entrèrent dans la salle d'examen et emportèrent le corps. Ed apparut à son tour, s'essuyant la bouche du dos de la main. « Je suis sûr que vous avez fait tout votre possible, » marmonna-t-il. Bobby suivit de regard les hommes qui transportaient le corps. Ils le hissèrent dans l'hélicoptère et l'appareil décolla aussitôt en vrombissant. « C'est mieux comme ça, » déclara Manuel. Bobby songeait encore aux mains du jeune homme, sillonnées de coupures et couvertes d'échymoses, des mains levées pour se défendre. Elle avait maintenant la conviction qu'il n'avait pas péri dans un accident du travail, mais qu'il avait été attaqué et avait simplement cherché à se protéger. « Où se trouve cette île ?» demanda-t-elle. « Dans l'océan, environ 180 km de la côte. »« Un endroit bien isolé pour un parc de loisirs. »« J'espère qu'ils ne reviendront pas, » dit Manuel en suivant des yeux l'hélicoptère qui s'éloignait rapidement. « J'ai au moins réussi à prendre quelques photos, songea Bobby. Mais, quand elle retourna dans la salle d'examen, elle constata que son appareil avait disparu. Dans le courant de la nuit, la pluie cessa enfin. Seul dans sa chambre à l'arrière de la clinique, Bobby se plongea dans son dictionnaire d'espagnol très usagé. Le jeune homme avait dit raptor, et malgré les dénégations de Manuel, elle soupçonnait que c'était un mot espagnol. Elle le trouva effectivement. Il signifiait ravisseur ou kidnappeur. Cela lui donna à réfléchir. Le sens de ce mot était étrangement proche de celui de la houpia. Il allait sans dire qu'elle ne croyait pas à cette superstition, et les mains du jeune homme n'avaient pas été lacérées par un fantôme. Qu'avait-il essayé de lui révéler? Elle entendit des gémissements venant de la pièce voisine. Une des villageoises était dans les douleurs de l'accouchement, et Elena Morales, la sage-femme de la clinique, se trouvait à son chevet. Bobby entra dans la salle de travail et fit signe à Elena de sortir avec elle. « Elena? Si, docteur? Savez-vous ce qu'est un raptor ?» Robuste et grisonnante, âgée d'une 60aine d'années, la sage-femme avait l'esprit pratique et les pieds sur terre. À la clarté des étoiles, Bobby la vit placer le front. « Un raptor? Oui, vous connaissez ce mot? »« Si, » fit Elena en hochant la tête. « C'est une personne qui vient dans la nuit et qui enlève un enfant. »« Un kidnappeur? Oui. »« Une houpia ?» L'attitude de la sage-femme changea du tout au tout. « Ne prononcez pas ce mot, docteur. »« Pourquoi? Ne parlez pas de houpia en ce moment, » reprit Elena avec fermeté en indiquant de la tête la porte de la salle de travail. « Ce n'est pas prudent. »« Est-ce qu'un raptor mord et lacère ses victimes ?» insista Bobby. « Non, docteur, » répondit la sage-femme, l'air perplexe. « Pas du tout. Un raptor est un homme qui enlève les nouveau-nés. » Elle semblait irritée par la conversation et impatiente d'y mettre un terme. « Je vous appellerai quand elle sera prête, docteur, » poursuivit-elle en repartant vers la salle de travail. « Je pense qu'il y en a encore pour 1 heure ou 2. » Bobby leva la tête vers les étoiles. Elle entendait le doux clapotis des vagues sur la grève et distinguait dans l'obscurité les barques de pêche amarrées à une encablure du rivage. La scène était si paisible, si rassurante, qu'elle se sentait idiote de parler de vampires et de bébés kidnappés. Bobby regagna sa chambre en se souvenant que Manuel avait affirmé avec insistance que ce n'était pas un mot espagnol. Par curiosité, elle ouvrit son petit dictionnaire d'anglais
et à son grand étonnement, elle découvrit que le mot y figurait également. Raptor, dérivé de raptor, pillard, raptus, oiseau de proie.